Fabien Gillot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous pour cet échange au centre d'entraînement de la Turbie. Alors, ça vous change un peu du cercle des nageurs de Marseille? Oui, exactement, mais on se rend compte que le sport de haut niveau se rejoint sur beaucoup de choses et ça a été un grand plaisir d'échanger avec les joueurs ce matin, de voir un peu certaines stratégies d'entraînement et je pense qu'il y a des parallèles à faire entre beaucoup de sports. Alors nous, une de nos caractéristiques au niveau de notre groupe, c'est effectivement cet aspect transversal des sports. On a été parmi les premiers à réitérer le fait qu'un sport de haut niveau a avant tout une question de résultat, de performance, donc de dépassement de soi. Vous le savez, c'est pas parce qu'on se prépare pour une Olympiade que forcément on repart avec une médaille ou voire une médaille d'or. Exactement. Mais pourtant on se prépare 4 ans pour ça. Vous faites quand même partie des sports de haut niveau les plus durs, au niveau de la natation dans son sens large du terme. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la durée de votre carrière. Aujourd'hui, qui n'est pas terminée, mais qui se porte vers d'autres choses. Mais c'est très rare de pouvoir faire 4 Olympiades dans une carrière. Oui, bien sûr, j'ai une immense fierté d'avoir fait 4 Olympiades. On est déjà très peu de sportifs à les avoir fait. D'être le premier nageur français à avoir 3 médailles olympiques sur 3 Jeux olympiques différents. Et ensuite, ces 6 dernières années, le plaisir d'avoir eu l'honneur d'être capitaine de l'équipe de France et du 4x100 et d'avoir la chance de pouvoir apporter ma philosophie du sport de haut niveau, mes échanges. Et on a connu de nombreux succès ces dernières années en étant champion olympique, 5 fois champion du monde, 4 fois champion d'Europe. Donc ces dernières années ont été très riches. On y a énormément appris. Et comme vous le précisiez juste avant, malheureusement, le sport de haut niveau reste un monde très ingrat. Travailler ne vous garantit pas le succès. Donc on s'est concentré sur comment planifier à court terme et à long terme, avec comme but bien sûr d'être champion olympique, le rêve de tout sportif de haut niveau. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est au niveau de vos valeurs et au niveau de ce feu sacré que vous avez dans la vie, ce qui vous a poussé à réaliser tout ça sans aucune assurance et ce qui continue à vous motiver aujourd'hui vers d'autres projets. Alors je crois énormément au pouvoir du collectif. Je suis persuadé qu'on progresse beaucoup plus vite ensemble que tout seul à travailler dans son coin. Ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément. On a changé notre sport qui, quand on parle de natation, reste un sport individuel et qui aujourd'hui fonctionne comme un sport collectif au quotidien. Je pense que c'est vraiment une plus-value qui a fait évoluer notre sport ces dernières années. Et ensuite, au sein de l'équipe, j'ai fait attention à 2 valeurs principales qui peuvent paraître très simples, mais qui font que dans le temps, une équipe perdure et continue de progresser. Ça a été le respect et l'empathie. Chaque singularité qui composait l'équipe était importante à mes yeux. La chance d'avoir toutes ces différences au sein d'une équipe, je pense réellement que c'est ce qui peut amener, après de nombreuses réflexions, d'échanges, une plus-value qui peut faire la différence par rapport à l'adversité. Maintenant, au quotidien, ces différences peuvent devenir des problèmes et il faut y faire très attention. Donc, je me suis concentré au final sur des valeurs humaines très simples, le respect, l'empathie et ce phénomène magique qui est la cohésion de groupe et le petit plus qui fait que quand tu t'accroches à tes rêves, finalement, il y a une âme qui se crée au sein de ces équipes et c'est toujours curieux de voir les gens évoluer à travers les années, voir les comportements évoluer, changer. Vous avez une petite anecdote à nous raconter en toute discrétion sur toutes ces... Si vous deviez en avoir une qui aurait marqué toutes ces années. Alors j'en ai de nombreuses. Une qui vous aurait touché plus particulièrement. Une qui m'a touché plus particulièrement, je pense que ça a été peut-être les mots de Jérémy Stravus après un de nos titres de champion du monde en 2013, où on sort de l'année olympique, donc on a été champion olympique. On sait que réitérer une telle performance face à une équipe comme les États-Unis, normalement, qui est très dure, qui ont des moyens colossaux par rapport à ce que nous on fait aujourd'hui en France, ça restait une très grosse mission. Donc en fait, pendant un an, on s'est tout simplement concentré sur la composition du relais, les 6 garçons qui allaient le composer, et surtout faire en sorte que chaque personne trouve son positionnement au sein du collectif, puisse s'émanciper, puisse nous offrir le 100% de ce qu'il avait sur le jour J. Et moi, finalement, j'ai mis ma performance personnelle de côté et je me suis concentré sur tous les autres hommes qui composaient ce 4x100. Et les mots de Jérémy, à la sortie du titre mondial, ça a été tout simplement en fait, Fabien nous a parlé
Et une fois qu'il nous a divulgué, imprégné de cette idée pour gagner le relais, eh bien, on a tout simplement fait ce qu'il a dit et ça a fonctionné. Donc là, j'ai pris conscience et j'ai toujours été passionné par le discours de ces grands coachs. Et moi, j'ai eu la double casquette d'être nageur au sein du 4x100 et pourtant d'avoir certaines responsabilités. Et c'est ce qui m'a passionné ces dernières années. Et ce petit moment avec Jérémy, qui est un garçon adorable et très attachant, qui a trouvé sa place petit à petit au sein des équipes, qui était plutôt quelqu'un d'introverti. Et pour moi, une des preuves que notre sport qui était individuel est devenu un sport collectif. Et ça a été un grand plaisir de le faire évoluer. Alors moi, pour tout vous avouer, vous le savez, le jour où je suis arrivée au Cercle des Nageurs, poussée par mes équipes, puisque j'étais très loin de ce milieu de la natation et de l'eau en fait, aussi paradoxal puisse cela-t-il paraître, vous êtes le premier nageur qui m'a salué quand vous êtes sorti en bord de bassin de l'entraînement. Après, il y avait Grégory Mallet, mais vous êtes le premier à m'avoir parlé. Le premier à avoir montré ce que ça peut représenter de porter le peignoir du Cercle des Nageurs. Et vous êtes tout à fait livré et ouvert, et ça m'avait marqué à l'époque, parce qu'effectivement c'est impressionnant de voir tous ces champions s'entraîner, d'avoir Florent qui d'un coup en combinaison part très vite avec un coach qui finalement court en bord de terrain, pardon, pas en bord de terrain, en bord de piscine, mais d'un coup on ne comprend pas bien les codes quand on arrive, et vous d'un coup vous m'aviez expliqué ça tellement simplement que c'est vrai que on avait l'impression que c'était possible et accessible pour quelqu'un d'autre. Et il y a une chose qui m'avait marqué, c'était effectivement votre côté humain, très important. J'en ai pas vu tant que ça, mine de rien. Effectivement, ça doit exister dans le collectif. Mais j'ai été plus marquée par Romain Barnier ou Frédéric Audon, qui effectivement ont ouvert vraiment l'histoire du Cercle des Nageurs et surtout ce qu'ils voulaient en faire avec vous, que par d'autres individualités qui effectivement ont un grand palmarès aussi, mais ont une capacité de générosité qui à mon avis est un petit peu différente. Ce qui m'a marqué, c'est quand vous m'avez appris que vous appreniez aux tout petits enfants, même en dessous de l'âge autorisé, je dirais, à nager. Est-ce que vous pourriez me réexpliquer, pour toutes les personnes qui vont nous écouter, quel est le principe justement de cet apprentissage et finalement, pourquoi on en revient à la question de se dire on est en train de bâtir des hommes et des femmes qui certes seront peut-être des sportifs de haut niveau, mais qui avant tout sont des hommes et des femmes avec leurs valeurs. Oui, voilà. Il y a 2 points qui me tiennent énormément à cœur. Je suis très attaché au Cercle des Nageurs. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'y suis. On a une philosophie de développement de nos athlètes qui est être le meilleur sportif possible, mais à côté de ça, devenir un homme ou une femme respectable. Et ça passe par beaucoup de choses en dehors des bassins, et notamment l'humilité, le travail, la remise en question, l'ouverture d'esprit sur des sujets sur lesquels vous ne seriez pas forcément d'accord. Et moi, étant ancien et capitaine, j'estime que c'est mon devoir de retransmettre ce que j'ai pu apprendre et surtout de les mettre sur les rails pour qu'ils suivent un petit peu cette philosophie qu'on a nous au Cercle. Et ensuite, la deuxième chose, c'est donc une école de natation, parce que malheureusement, aujourd'hui, les chiffres parlent encore. Il y a beaucoup de noyades. Il y a maintenant quelques années, dans les Landes, j'ai fait une intervention avec Charlène de Monaco là-dessus, justement. Tout à fait, tu es très investi dedans. Sur la prévention de l'apprentissage de la natation. Et aujourd'hui, malheureusement, un enfant sur 2 qui rentre en 6e ne sait toujours pas nager. Il y a encore plus de 1500 noyades par an en France et la majorité ont moins de 7 ans. Et donc, moi, j'estime qu'à 6 ans, apprendre à nager en école de natation, c'est une très bonne chose, mais pour moi, c'est déjà trop tard. Et avoir le bonnet, les lunettes, le maillot de bain, le maître nageur qui n'est pas très loin, l'enfant se retrouve dans un contexte de sécurité qui n'est pas réel à l'accident qui peut arriver un peu plus jeune, où on se retrouve au bord d'une piscine avec le t-shirt, le short l'été, et l'accident arrive, l'enfant tombe dans l'eau, et il y a cet effet de panique qui fait qu'on oublie tous les fondamentaux. Donc nous, on a tout simplement lancé une école de natation où on prend les enfants à partir de 3 ans. On a fait des études avec des médecins, des biomécaniciens, pour être sûr que tout soit faisable. Et aujourd'hui, à 3 ans, un enfant est capable de se sauver. Il faut juste lui apprendre les bons réflexes, les bons rudiments qui peuvent lui sauver la vie. Et le principe est très simple. Le test final, le petit est en t-shirt et short, au bord de la piscine. On le fait tomber dans l'eau,
On lui apprend que dans les secondes qui suivent la chute dans l'eau, son corps va remonter parce que les poumons sont encore remplis. Et à ce moment-là, c'est juste une petite roulade, une bascule de l'épaule, donc c'est juste de la mécanique, qui lui permettent de se retrouver sur le dos, d'appeler au secours, de pouvoir reprendre une bouffée d'air et sur des petits battements se rapprocher du bord. Et les résultats sont très impressionnants. J'ai été stupéfait, moi, de voir des enfants de 3 ans réaliser tous les exercices et pouvoir sauver leur vie avec un t-shirt, un short, sans les parents à côté. Parce qu'il y a énormément de panique dans ces instants et c'est ça qu'il faut contrer au final. C'est beaucoup l'aspect psychologique où on essaye de les familiariser le plus vite à l'accident et leur apprendre les bons réflexes. Alors quand on parle de psychologie, moi je pense aussi à ce que vous m'aviez dit, à l'investissement que vous avez fait auprès de nombreux malades, dont beaucoup de cancéreux, notamment à Marseille. Je me souviens une fois vous m'avez dit, j'ai vu certains malades 2 semaines plus tard, je suis revenue, ils étaient décédés. Exactement. Vous et moi, on sait que le cancer, le sportif de haut niveau a peur de la blessure, a peur de parvenir à son niveau d'avant. Pour celui qui s'est blessé, le cancéreux, avec tout ce que ça veut dire, a juste peur de mourir ou tout simplement d'une récidive. On est sur un phénomène de risque et de niveau de récupération dans les deux sens qui bizarrement et paradoxalement est très très complémentaire entre le sport et le cancer. Parce que pour récupérer, il faut vraiment un mécanisme du corps qui se remette en place, un phénomène psychologique important, vous savez comme moi. Et finalement, le risque, même s'il est plus élevé dans une maladie qui peut vous tuer, peut anéantir aussi un certain nombre de sportifs lorsque leur carrière se brise, voire, vous le savez, dans la fondation, on est les premiers et pionniers au monde à se battre de façon à ce qu'on puisse montrer qu'un sportif doit être suivi jeune, même s'il n'est pas assuré de la carrière qu'il va faire, pendant sa carrière et surtout après aussi. Parce qu'avant sa carrière, on n'est pas forcément un père ou une mère de famille. Exactement. Après sa carrière, on a normalement constitué sa famille. Quoi qu'en pétanque, on peut jouer jusqu'à 77 ans, donc la carrière est quand même quelque chose qui est quand même beaucoup plus long que sur certains sports. Je pense pas qu'on puisse être relayeur olympique jusqu'à cet âge-là, Ça va être difficile. ou alors dans une autre catégorie. Mais effectivement, nous, on crée tous ces liens, l'eau, le milieu eau, la biodynamique de l'eau, comment on flotte dans l'eau, mais finalement, donc effectivement, comment on vit le milieu eau, depuis sa biochimie, sa gestion, l'engagement qu'on doit avoir pour les générations à venir, une production industrielle, mais parce que ça, après, il faut savoir exporter un produit pour communiquer sur nos messages. Le monde d'aujourd'hui marche comme ça, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Et puis après, montrer les liens entre le cancer, le sport, et pas le sport que comme une prévention du cancer. Le sport comme un accompagnement pendant les traitements, le sport comme tout simplement une philosophie de vie. Et le fait que je pense que ce qui fait vraiment de nous, un homme ou une femme, ce sont justement ces valeurs du sport qui sont véhiculées. Et ça, je sais que vous les avez, et c'est ce que vous nous avez témoigné. La première fois que je vous ai rencontré, je ne savais pas qui vous étiez. La deuxième fois où on s'est parlé, vous m'avez dit, moi, 10 km pour une fondation entre la Corse et Monaco, le 17 juin prochain, même pas peur. Bon, il n'y a pas de record à battre, donc ça va. Moi, je vous ai dit, le cercle des nageurs m'entraîne, je suis un petit peu moins optimiste que vous, mais je pense qu'on va y arriver, parce qu'au 5e kilomètre, on va savoir qu'on ne peut plus y arriver, mais on va quand même y arriver. C'est sûr. Parce que le principe, c'est de montrer au monde entier que des gens qui ne sont pas forcément du milieu aquatique, dans un autre milieu, peuvent se dépasser. Exactement. Je pense que c'est le message qu'on peut véhiculer. Donc Fabien, je vous remercie par avance en fait pour l'enthousiasme et le cœur que vous mettez pour une cause comme ça, et surtout pour le fait que quand je vous ai dit j'aimerais vraiment vous avoir à mes côtés pour cette traversée qui est unique, mondiale, mais qui surtout représente beaucoup pour moi par rapport à mon père, vous nous ayez dit oui et que vous nous rassuriez sur le fait que 10 km en mer, ça va marcher. Oui, ça Donc va. merci pour l'aspect psychologique, Fabien, de l'entraînement. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Oui, déjà, ça va marcher, il faut le préparer. Et finalement, moi, je trouve que le procédé est inversé. On parle souvent du sportif de haut niveau, comme j'ai eu l'occasion de le faire, d'intervenir auprès de gens malades, en rémission, qui peuvent rechuter, qui peuvent perdre la vie. Et au final, c'est moi qui ai appris ce jour-là, parce qu'on est bardé de valeurs, on a appris énormément de choses autour des piscines ou des terrains. Pour avoir une chance d'être champion olympique ou champion du monde, je trouve que ce n'est pas la médaille le plus intéressant, c'est le chemin qui vous amène à avoir une chance de gagner cette médaille, où on apprend énormément de choses. Et puis l'humilité, je pense. L'humilité, forcément. Et dans ces hôpitaux, j'ai vu des gens avec un mental bien plus fort qu'un bon nombre de sportifs de haut niveau. Donc je pense que le sport de haut niveau aurait énormément à apprendre de tous ces gens qui traversent des épreuves
très difficile à vivre. Et au-delà de ça, qui arrive à en guérir et à se remettre à vivre normalement derrière. Donc, d'où moi mon humilité. Aujourd'hui, je trouve que je ne fais que du sport, je vis de ma passion, j'ai la chance de vivre des émotions exceptionnelles. Et quand on intervient, en tout cas dans les hôpitaux, c'est pour moi à chaque fois une source de richesse parce que je repars de là avec un échange où j'ai donné de mon expérience, où j'en ai reçu aussi énormément. Et les échanges qui sont faits entre sport et le monde hospitalier sont vraiment très riches. Et je pense que dans les années à venir, il y a encore beaucoup de choses à développer entre nous. Fabien, c'était un grand honneur et surtout un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, prêt pour la partie pétanque de tout à l'heure alors? Exactement, je vais aller m'échauffer l'épaule. Merci beaucoup, Fabien. Merci. Merci.